Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, David Thompson, Les Revenants. Alors en fait, je vous présente un livre d'ailleurs, et je vous en présente même un peu deux, parce que j'ai lu, en parallèle au travail de David Thompson, un ouvrage qui s'intitule Soldats de Dieu, et qui a été publié par messieurs Chrétiez et Hanine, sous-titré Paroles de djihadistes incarcérés. Donc je vais me servir aussi du livre de messieurs Chrétiez et Hanine en éclairage complémentaire en quelque sorte de ce que nous dit monsieur Thompson dans son livre Les Revenants. Donc le sujet, ce sont les djihadistes qui reviennent de Syrie. Ils sont certainement plusieurs centaines, ils seront probablement un jour prochain plus de 1000. Il y a un risque sérieux qu'un certain nombre d'entre eux ne reviennent pas repentis, même la majorité probablement. Il y a un risque sérieux qu'une certaine proportion parmi eux, qui ne peut pas être précisée à ce stade, reviennent sur ordre pour commettre des attentats en France, on ne peut pas l'exclure. Et donc on a un gros risque de retour de flamme avec cette histoire, sans compter que, évidemment, chacun de ces djihadistes peut essaimer autour de lui, et que vous pouvez considérer que si vous avez 1000 djihadistes qui reviennent en France, vous pouvez très bien avoir quelques milliers d'émules qui vont apparaître dans quelques temps. Alors, je m'appuie principalement sur l'ouvrage de monsieur Thompson parce que j'ai trouvé très bon. C'est un journaliste de Radio France Internationale, mais en tout cas dans son livre, il me paraît politiquement assez neutre. Il a une grille de lecture factuelle. Il ne faut pas s'attendre à une mise en perspective géopolitique de sa part, c'est pas son sujet. Il livre des verbatims de ses discussions avec les djihadistes. Curieusement, j'ai trouvé que messieurs Chrétien et Hanine, dans leur livre Soldats de Dieu, étaient moins neutres axiologiquement. Ça vient peut-être du fait que le bouquin a été publié par la Fondation Jean Jaurès, mais à plusieurs reprises, on voit dans le discours de messieurs Chrétien et Hanine poindre en quelque sorte des considérations à caractère idéologique, ce qui n'enlève rien au sérieux de leur travail, mais qui fait que ça n'est pas sur eux prioritairement que je vais m'appuyer. Je vais plutôt partir du travail de monsieur Thompson, qui est sans doute moins calé au niveau universitaire, sans doute présenté de façon plus journalistique, mais qui au final me paraît très solide. Alors, d'abord, un petit rappel, avant de commencer à analyser le discours des djihadistes tel que M. Thompson a pu le capter, un petit rappel sur les thèses qui existent concernant ces gens, qui sont des Français, en tout cas d'après l'état civil. On peut sérieusement douter de leur francité réelle, de leur appartenance réelle à la France dans de nombreux cas, mais enfin, au regard de l'état civil, ce sont des Français. Un petit rappel sur les thèses concernant leur motivation, concernant la nature de leur démarche. En gros, il y a 4 thèses. Il y a la thèse de M. Gilles Kepel, pour qui la violence djihadiste est issue d'une lecture particulière des textes sacrés de l'islam. Donc c'est une radicalisation de l'islam. Il y a la thèse de M. Olivier Roy, pour qui, en profondeur, c'est tout simplement l'islamisation d'une radicalité politique qui existait depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à la thèse de Kepel, radicalisation de l'islam, on peut opposer celle de Roy, islamisation de la radicalité. Ensuite, on a la thèse de François Burgat, pour qui il s'agit d'une réaction directe aux effets de la colonisation, et il faut comprendre le phénomène d'abord dans sa dimension historico-idéologique, en quelque sorte. Et puis enfin, on a la thèse du psychiatre Fethi Benslama, pour qui, en réalité, la montée d'une certaine spiritualité extrémiste qui va se manifester par la violence correspond à un tourment, le tourment de ne pas être musulman, d'où une surréaction. C'est-à-dire que Fethi Benslama analyse le phénomène comme on a analysé, par exemple, à une certaine époque, le nazisme, en partie en lien avec le brutal effondrement de la pratique religieuse protestante en Allemagne du Nord. Comme on a analysé le
le jacobinisme français comme une réaction, une surréaction à l'implosion du catholicisme. Comme on a pu analyser certains aspects effectivement du bolchevisme russe, pas tous mais une partie, en lien avec la chute de la croyance orthodoxe. Et une autre partie du bolchevisme russe a d'ailleurs pu être analysée aussi en lien avec la chute du judaïsme comme religion. Bref, pour M. Ben Slama, on a affaire au phénomène classique d'exacerbation, d'extrémisation de la posture religieuse au moment précis où en réalité la religion est en train de disparaître à l'intérieur même des individus. Voilà, donc on a la thèse de M. Keppel, la thèse de M. Roy, la thèse de M. Burga, la thèse de M. Ben Slama, on pourrait les appeler la thèse islamo-centrée, la thèse politico-centrée, la thèse post-colonialisationno-centrée et la thèse psychologico-centrée. Et bien en fait, quand on analyse un petit peu ce que raconte M. Thomson, on arrive à la conclusion assez logique, assez prévisible et qui est confirmée dans ce que raconte le bouquin Un soldat de Dieu, que les 4 explications s'entremêlent, qu'elles ont toutes leur part de vérité, et que le djihadisme, en tout cas dans sa version entre guillemets française, correspond à l'accumulation, à l'interaction, au mélange en proportion variable de ces 4 phénomènes. Alors maintenant, s'agissant du contenu du livre de M. Thomson, donc je vais rapidement le balayer parce qu'il est intéressant en lui-même. On va voir 3 parties. On va voir l'historique du phénomène. On va voir ce que racontent les djihadistes qui sont allés là-bas sur ce qu'ils y ont vu et sur ce qu'ils y ont fait. Ils ne disent pas toujours la vérité, mais enfin, on va voir ce qu'ils disent. Ensuite, on va s'intéresser aux djihadistes en eux-mêmes. On va analyser leur discours. Et puis, en conclusion, on regardera quand même un petit peu aussi ce que font les autorités françaises par rapport à ce problème-là. Alors, sur l'historique du phénomène, M. Thomson nous rappelle d'abord que le salafisme est implanté en France depuis plusieurs décennies. On l'a déjà vu avec des livres comme Nos très chers émirs ou La France djihadiste. Il nous rappelle aussi que tout salafiste n'est pas un djihadiste. Il y a un salafisme quiétiste qui est franchement opposé au djihadisme. Mais en même temps, M. Thomson nous explique bien que le problème des quiétistes, c'est que leur univers sert souvent de sas vers le djihadisme. Donc il y a une certaine ambiguïté dans le salafisme quiétiste. Alors jusqu'en 2011, le phénomène du djihadisme est marginal en France. Il explose après 2012 et la prise d'Alep. Donc il y a une grande capacité d'attraction qui apparaît à ce moment-là. Remarque personnelle, ça M. Thomson ne le dit pas, c'est moi qui le rajoute, c'est l'époque où Laurent Fabius est littéralement en transe et explique qu'il faut absolument faire la guerre à Bachar el-Assad. Donc on peut raisonnablement penser que cette forte capacité d'attraction des djihadistes, en particulier à l'époque du Front al-Nosra, a été tolérée, voire discrètement encouragée probablement par une partie des services français à la demande du gouvernement français. Parce qu'on était bien content d'avoir comme ça des jeunes gens pleins d'énergie envoyés se faire tuer dans la guerre contre Bachar el-Assad. Alors ça a donné lieu, nous explique M. Thomson, à une période absolument surréaliste, 2012-2013, qu'il appelle la période LOL Jihad. LOL, vous savez, LOL, comme on dit sur Internet, Laughing Out Loud, je crois, ça veut dire. Voilà, c'est tragicomique et on retrouve tout à fait chez Thomson les récits qu'on a pu voir avant dans le livre sur la France djihadiste, avec des types qui vont faire le djihad et qui se comportent en pratique pratiquement comme des touristes, quoi. Les types prennent des selfies, ils mettent les selfies sur Facebook, ouais t'as vu je suis au soleil, djihad et tourisme, quoi. Complètement surréaliste. Et puis, cette période du LOL Jihad s'achève à partir de fin 2013 et progressivement au long de 2014, parce qu'en Syrie, ça tourne mal, il y a des guerres intestines entre les tendances djihadistes. Alors, officiellement, c'est souvent pour des histoires d'application de la charia. En réalité, il s'agit d'enjeux géopolitiques au niveau des acteurs qui surdéterminent le comportement des acteurs de terrain. Et au niveau des acteurs de terrain eux-mêmes, il s'agit tout simplement d'enjeux financiers. Qui va avoir le droit de racketter quel quartier, qui va avoir le droit de mettre sous contrôle quel puits de pétrole.
Bref, avec tout ça, le sketch djihadiste marque le pas, malgré l'État islamique, malgré donc une période où, avec la prise de Mossoul, il y a une nouvelle expansion qui apparaît temporairement, mais malgré tout, le phénomène en France commence à être endigué. Puis il y a 2015, l'intervention russe, donc les djihadistes commencent sur le terrain à se faire salement dérouiller. On peut raisonnablement penser d'ailleurs, quand on reprend la chronologie, que jusque-là, on ne les a pas vraiment combattus. Hein. On a vu ce qu'il fallait en penser avec M. Labévière, avec M. Isambert, avec M. Messant. Là, à partir de 2015, comme les Russes sont sur place, les données du problème changent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à partir de ce moment-là, les émirs ordonnent aux djihadistes d'arrêter de faire des selfies et de les poster sur Facebook parce que ça donne des renseignements aux troupes russes. Ce qui montre bien que cette fois, il y a un véritable ennemi en face. Le phénomène implose dans le courant de l'année 2016, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de monde qui est prêt à aller là-bas pour se faire littéralement transformer en steak tartare par les tirs de saturation de l'armée russe, que de gens qui étaient prêts à y aller pour faire des selfies et les mettre sur Facebook. Et les djihadistes qui étaient partis là-bas reviennent à partir de 2016. Ils reviennent assez massivement. Le problème, c'est que leur retour correspond aussi à un moment où le groupe Unicité et Djihad, dont on a vu avec Richard Labévière qu'à un certain moment, il s'était séparé d'Al-Qaïda en prônant un djihad local par opposition au djihad global d'Al-Qaïda et donc du Front al-Nosra, eh bien ce groupe Unicité et Djihad, qui est derrière l'État islamique, ce groupe rebascule vers le djihad global en 2016. Ce qui veut dire qu'il y a certainement un certain nombre de djihadistes de ce groupe qui reviennent en France à ce moment-là, sur ordre, en vue de continuer le djihad au niveau global. Alors qu'est-ce qui se passe quand ces types-là reviennent en France? Bon, ben, en général, ils racontent un peu n'importe quoi, ils y sont allés par hasard, ils voulaient faire de l'humanitaire, ils n'ont jamais combattu. Bon, on ne les croit pas naturellement, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Alors actuellement, ce qu'on en fait, c'est qu'en gros, si j'ai bien compris, les cas les plus graves, on les met en prison. Les autres, on leur met un bracelet électronique. Très peu acceptent de collaborer avec les autorités. À leur décharge, il faut dire qu'évidemment, ceux qui accepteraient de collaborer pourraient se retrouver avec une fatwa sur leur tête. Donc au niveau des chiffres, David Thompson donne des chiffres qui sont proches de ceux qu'on avait vus avant avec Alexandre Mindel et sa France djihadiste. Environ 1100 djihadistes français partis en Syrie depuis 2012. 200 auraient été tués, 200 étaient rentrés fin 2016, donc probablement maintenant il y en a beaucoup plus. 400 enfants sont nés là-bas de parents français avec un C-collector, ils commencent bien dans la vie, cela un certificat de naissance État islamique. Il y a environ 3000 sympathisants de la mouvance djihadiste qui sont surveillés en France, dont 1000 qui ont montré des signes de départ, et ils sont parfois encore plus violents et spectaculaires que ceux qui reviennent en fait de Syrie. Voilà à peu près un ordre d'idée du problème qu'on a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ça c'est intéressant, parce que on nous raconte énormément de carabistouilles sur tout ce qui s'est passé là-bas. L'intérêt des récits, des verbatims fournis par quelqu'un comme David Thompson, c'est que bon, ben là c'est des témoins, ils ont vu les choses. Bon, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors comment ils sont allés là-bas? En général, ce petit monde djihadiste de quelques milliers de personnes, tout fonctionne par recommandation. En général, ils s'en sont approchés via les réseaux sociaux. Puis il y a eu un contact physique, on les a envoyés en Turquie, et de Turquie, ils sont passés en Syrie. D'après ce qu'ils racontent, le passage se fait souvent sous le nez des douaniers turcs, enfin se faisait, parce que maintenant la frontière est fermée, mais à une certaine époque, ça se faisait sous le nez des douaniers turcs qui en profitaient pour toucher un bakchich. Probablement, ça on ne peut pas le prouver, mais ce qui devait se passer, c'est que le gouvernement turc à l'époque était clairement engagé dans la déstabilisation de la Syrie, donc il laissait faire,
Et puis par ailleurs, les douaniers en profitaient pour se faire un peu d'argent. Il semble que dans ces pays-là, ce soit d'ailleurs quelque chose jugé d'assez normal. Bon. Donc ensuite, les types sont arrivés en Syrie. Donc ils sont entrés à ce moment-là dans une espèce de proto-État. Alors, avec quand même un embryon d'administration, chaque province était administrée par un wali, chaque ville par un émir. Il y avait une police qui était divisée en 3 corps selon la gravité des délits. Il y avait un embryon de code juridique. Au-delà de la charia, il y avait une jurisprudence. La jurisprudence était administrée par la maison des fatwas, qui effectivement était bien utile, puisque par exemple, c'est elle qui a rendu légal le fait d'avoir brûlé vif un pilote jordanien enfermé dans une cage. Effectivement, il faut une maison des fatwas pour vérifier que c'est légal. Dans ce système assez décentralisé en pratique, les parcours des djihadistes ont beaucoup dépendu de l'endroit où ils entraient en Syrie. Mais en général, quand il s'agit de djihadistes masculins, ils ont tous suivi une petite formation militaire au départ. Assez proche, d'après ce qu'ils racontent, de ce qu'étaient jadis les classes dans l'armée française. Apprendre les bases, monter, démonter le fusil, apprendre à tirer, apprendre à se camoufler, apprendre à aménager une position, apprendre à dormir sur le terrain, voilà. Bon, enfin, les classes, en gros. En général, sur une formation d'à peu près 1 mois, ce qui correspond d'ailleurs à ce qui se faisait aussi il y a une vingtaine d'années dans l'armée française. Mais parfois beaucoup plus court. Dans un cas, il y a un des djihadistes qui raconte qu'on lui a donné 2 jours de formation, en gros le temps d'apprendre à utiliser l'arme, et puis on l'a envoyé directement sur le front. Ça dépendait du contexte. Ceux qui sont arrivés au moment où ça commençait à tourner mal militairement ont souvent été jetés dans la fournaise suivant les urgences. Quelque chose d'étonnant, Monsieur Thompson dit que les djihadistes à qui il a eu affaire lui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu de Captagon. Alors c'est pourtant quelque chose qui semble-t-il à peu près universellement admis. Moi j'ai toujours entendu dire que le Captagon était très répandu dans l'État islamique, mais c'est pas du tout ce que dit Monsieur Thompson. D'après lui, les gars avec qui il a parlé n'ont pas vu d'usage de Captagon. Et c'est probablement pas, ils mentent probablement pas, parce que par ailleurs, ils évoquent l'utilisation à titre récréatif du tramadol, qui est un autre stupéfiant. Donc c'est une bizarrerie, et une de plus, qui montre bien que c'est vraiment très très difficile de savoir comment ça s'est passé vraiment, qu'est-ce qui se passait là-bas. On a pu nous raconter à peu près n'importe quoi, et c'est pas évident du tout de faire le tri. Alors maintenant, parlons donc des djihadistes en eux-mêmes. C'est très hétérogène déjà, il faut le dire dès le départ, il n'y a pas un profil du djihadiste. C'est d'autant plus hétérogène que certains djihadistes en fait ne sont pas vraiment allés là-bas pour des raisons individuelles. Il y a un phénomène de groupe qui s'est produit, beaucoup de départs par mimétisme. Par exemple, les djihadistes français sont venus principalement de 4 zones. La Seine-Saint-Denis, les villes de Trappes et Mantes dans les Yvelines, Nice et l'agglomération toulousaine. Et puis secondairement, il y a des petits foyers de recrutement qui ont existé aussi à Lunel et à Roubaix. Point intéressant, aucune mention de Marseille. Pourtant, a priori, je veux dire, c'est un gros foyer de recrutement potentiel, et bien pas du tout. Apparemment, en tout cas d'après ce que dit David Thompson, il ne mentionne absolument pas Marseille. Il y a peut-être là quelque chose à comprendre, quelque chose à détecter, mais je ne sais pas quoi. Il y a une France djihadiste potentielle, en tout cas à Marseille. Alexandre Mindel en parle dans la France djihadiste, mais apparemment, elle n'a pas envoyé grand monde en Syrie. Alors, ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Je donne ma langue au chat à ce stade. Ces djihadistes extrêmement divers, qu'on ne peut donc absolument pas réduire à un profil type unique, ont quand même majoritairement un certain nombre de traits en commun. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont clairement surreprésentés chez eux.
beaucoup d'enfants de familles déséquilibrées, beaucoup de syndrome du père absent, beaucoup de problèmes de relations fusionnelles à la mère, beaucoup de familles mixtes ethniquement ou religieusement, et une sensation générale éprouvée autant par M. Thompson que par les auteurs de Soldats de Dieu, en fait, du fait que l'idéologie djihadiste a pu fonctionner chez certains comme soit un substitut d'autorité paternelle, soit une idéologie de défense symbolique d'un des deux parents contre l'injonction assimilationniste, en quelque sorte. Bref, ce sont souvent des gens qui ont un problème d'identité. Grosse surprise, en tout cas pour moi. Moi, j'avais l'idée que, 95% d'entre eux allaient venir du monde musulman. Eh bien, c'est pas le cas. Il y a 70% d'entre eux qui viennent du monde musulman, mais il y en a 30% qui viennent du monde chrétien. Avec une forte surreprésentation des populations immigrées chrétiennes. Qu'est-ce qui les a attirés dans l'islam? Si on en juge par les verbatims proposés par M. Thompson ou dans le livre Soldats de Dieu, d'abord, je crois que c'est la simplicité de l'islam. La philosophie, c'est compliqué. L'islam propose une vision simple, intégrée, exigeante, purificatrice. Il propose aussi, d'une certaine façon, une vision rationnelle. Et tout ça a pu attirer des gens, effectivement, qui avaient besoin d'unité à l'intérieur d'eux, parce qu'ils avaient un problème à la base d'identité. Le niveau éducatif est très variable, ça va de bac-10 à bac+3, peu de formation en sciences humaines, peu de supérieurs longs, mais pas mal de supérieurs courts, plutôt dans le domaine technique. On aurait tort de croire que les djihadistes sont nécessairement des QI à 2 chiffres sous-éduqués. Il y en a qui sont comme ça, effectivement, mais il y en a une proportion importante qui sont non seulement plutôt bien éduqués, mais visiblement, on a pas mal de mecs qui sont plutôt plus intelligents que la moyenne. Ce qui devrait à terme nous valoir, à mon avis, de très gros ennuis. Un point commun que j'ai remarqué, qui n'est pas relevé par M. Thompson, ni d'ailleurs par messieurs Chrétiez et Hénine, donc là c'est moi qui vais dire ça, mais j'ai remarqué ça, j'ai l'impression qu'ils ont en général une très faible conscience de l'équivalent travail. Très faible conscience de la façon dont fonctionnent concrètement les processus de production. Par exemple, aucun ne semble s'être fait la réflexion que l'État islamique ne pouvait pas construire une industrie. Ils sont tous allés là-bas en disant « Ouais, c'est génial, on va me donner une voiture, on va me donner un téléphone portable ». Aucun ne s'est dit « Mais en fait, je vais dans un État qui est incapable de fabriquer ces choses ». Je crois qu'il y a une déréalisation par rapport aux conditions objectives qui permettent le mode de vie occidental. Alors, je pense que ce n'est pas spécifique aux djihadistes, c'est très largement partagé par beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ne font pas exception en la matière. En ce sens, je pense qu'on peut un petit peu relativiser quand même la thèse de M. Roy, qui parle d'islamisation de la radicalité. À l'époque où il y avait une radicalité politique violente terroriste, les terroristes d'extrême gauche avaient conscience des conditions objectives dans lesquelles fonctionnait le système économique. Ce n'étaient pas forcément des grands théoriciens, mais les types, ils réfléchissaient à ces questions-là. Visiblement, ce n'est pas beaucoup le cas des djihadistes. Cela dit, il ne faut pas croire que les djihadistes n'ont pas de discours politique. Ils en ont un, mais il est extérieur aux catégories de l'économie, en fait. Leur discours, en général, est appuyé sur 2 bases simples qui convergent.
D'abord, le refus de la démocratie et de la société libérale occidentale contemporaine. Alors là-dessus, il n'y a pas grand-chose à leur répondre, en fait, parce ils ont raison d'une certaine façon, enfin de leur point de vue, ils ont raison, puisqu'en gros, ce qu'ils disent, c'est l'islam, notre islam, l'islam sunnite, hanbalite, salafiste, n'est pas compatible avec la démocratie, car la démocratie fait procéder la souveraineté du peuple, qui est donc producteur de la loi, alors que c'est Dieu, dans cet islam-là, qui est clairement producteur de la loi. Ben, il n'y a pas à tortiller, hein, ils ont raison, donc c'est un constat, c'est vrai, et c'est pour ça que c'est relativement sans objet d'aller les déradicaliser en leur parlant de l'islam républicain. Pour eux, ça veut rien dire. Leur islam, l'islam tel qu'ils le comprennent eux, n'est absolument pas compatible avec la République. C'est vrai. C'est vrai. Donc, si on doit entamer une discussion avec eux pour essayer de les faire évoluer, c'est certainement pas à partir de l'islam entre guillemets républicain qu'on va y arriver. Peut-être qu'on peut les faire évoluer, ça je ne sais pas, je ne suis pas un expert de ces questions-là. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ça sert à rien d'aller leur agiter sous le nez un Chalgoumi ou des gens comme ça, quoi. C'est pour eux, ça ne veut rien dire, et c'est au contraire, c'est quelque chose qu'ils vont spontanément rejeter. Et puis la deuxième base, et là par contre ça donne plutôt raison à monsieur Olivier Roy, la deuxième base, c'est un reproche qui est dirigé contre l'Occident prédateur. Un peu le souvenir de la colonisation, mais pas tant que ça, c'est surtout la prédation contemporaine. La politique américaine dans le monde arabe, clairement, ne passe pas dans ces populations-là, et une partie réagit par la violence. Alors, personnellement, ce que je trouve tragique dans cette histoire, c'est qu'à mon avis, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont recyclés par les gens qu'ils croient combattre. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient qu'ils combattent les États-Unis, mais moi je pense qu'ils ont été largement utilisés par les Américains. Alors, jusqu'à un certain point, parce que plus j'avance dans mes lectures, plus j'arrive à la conclusion que les Américains les ont utilisés au départ, puis à un moment ils se sont aperçus qu'ils en perdaient le contrôle. Mais n'empêche que les types croient combattre leur adversaire occidental en allant combattre dans les rangs de l'État islamique, et en fait ils ont été utilisés par les gens qui croyaient combattre, je pense. Autre caractéristique, alors qui n'apparaît pas tellement dans le livre de David Thompson, Les Revenants, mais qui apparaît dans le livre Soldats de Dieu, la figure de l'ennemi, la figure principale de l'ennemi concret, en tout cas chez ceux qui ont été rencontrés en prison, c'est le chiite. Devant l'occidental, devant le juif, premier sujet de préoccupation, l'axe chiite, Iran, Syrie, Hezbollah. Alors, je pense que c'est le résultat de la propagande qu'ils ont ingurgitée, parce que je ne vois pas très bien pourquoi ils auraient un tel problème avec le chiisme. Oh, il est vrai que je ne suis pas musulman, alors je ne me rends pas forcément compte. Il y a certains détails des verbatims qui me font penser à des lignes de dialogue de films sur les guerres de religion en France au XVIe siècle. C'est-à-dire que les types disent oui, les chiites sont vraiment des chiens, ils ont insulté telle ou telle figure de la famille du prophète. Un peu comme on imagine des catholiques au XVIe siècle, disant qu'il faut tuer les protestants parce qu'ils ont insulté la Vierge Marie. C'est un peu la même chose. Alors peut-être que c'est vraiment une dynamique endogène interne au monde musulman. Cela dit, moi, quand je réfléchis et que je me dis, alors qui avait intérêt à leur bourrer la tête pour les convaincre qu'il fallait casser cet axe Iran, Syrie, Hezbollah, je vois 2 suspects possibles, 3 à la rigueur, l'Arabie Saoudite, bon, ça c'est clair,
Israël, ça c'est clair, peut-être aussi la Turquie. Bon, c'est moins clair, mais peut-être aussi. Oui, c'est moins clair parce que les Turcs, en même temps, peuvent voir un intérêt à ce taxe dans la mesure où il emmerde les Kurdes. Alors là, bon, c'est toujours très compliqué là-bas. Mais en tout cas, Israël et l'Arabie Saoudite, c'est certain. Ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, les djihadistes en question ont un discours politique assez violent contre les Saouds. Bon, moi, plus j'avance dans mes lectures, plus je me rends compte à quel point les choses sont compliquées. C'est-à-dire qu'au départ, dans mon esprit, bon, bah, c'était assez simple. Il y avait des gens qui s'appelaient les sunnites. Au sein des sunnites, il y avait des gens qui étaient hanbalites. Au sein des hanbalites, il y avait des gens qui étaient wahhabites. Il y avait aussi des gens qui étaient des salafistes issus dans l'ensemble de l'école hanbalite, avec quelques exceptions, il est vrai, mais plutôt issus de cette école-là. Et bon, les salafistes au sens large et les wahhabites, c'était quand même très proche, et finalement les débats, les oppositions entre eux ne pouvaient pas aller jusqu'à l'affrontement direct, ou alors assez rarement, ou alors seulement pour des raisons pratiques, concrètes, d'opposition entre les intérêts concrets, pratiques, hein, utilisant les frères musulmans, les réseaux de frères musulmans, ou les intérêts concrets, pratiques du clergé saoudien, quoi, en gros. Mais en fait, plus je rentre dans le détail, plus je me rends compte que c'est hyper complexe, et que on peut très bien avoir des gens qui vont être dans le salafisme djihadiste et qui vont être en même temps contre les frères musulmans, qu'ils vont accuser en gros d'être trop modérés, et contre les Saouds, qu'ils vont accuser d'être alors au service des Américains ou de défendre des intérêts entre guillemets nationaux, dans la mesure où l'Arabie Saoudite est une nation, bon, on va dire ça comme ça, par opposition à la question du djihad global. Donc, en fait, cette opposition simple entre les réseaux frères musulmans et les réseaux du clergé wahhabite ne tient pas. Elle est vraie, mais elle ne résume pas toute la complexité de cet univers, où il faut bien dire que comme les types sont constamment engagés dans une sorte de compétition à qui va être, en fin de compte, le plus extrême, quoi, bah, y a presque autant de salafisme à la fin que de salafistes, puisque il faut voir que ce qui est paradoxal chez eux, c'est qu'ils disent tous, il n'y a qu'une seule interprétation possible, la bonne, mais en même temps, ils revendiquent tous un droit à la libre interprétation. Mais ce droit ne doit être utilisé que pour aller vers la bonne interprétation. Donc c'est très curieux, c'est-à-dire que nos catégories occidentales, où on a tendance à opposer les gens qui sont pour la libre interprétation, et qui acceptent donc qu'il y ait autant d'interprétations que de croyants, pour faire court, les protestants, aux gens qui sont plutôt contre et qui veulent donc un dogme qui va unifier les croyants, pour faire court, les catholiques. Bon, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, c'est toujours plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Mais ces catégories ne tiennent pas en islam. On peut avoir des mecs qui vont être pour la libre interprétation, mais aussi pour le dogme unificateur. La libre interprétation devenant, à travers la discussion appuyée sur des preuves, un processus rationnel visant à dégager le dogme. Donc ça ne marche pas comme chez nous, le mode de pensée n'est pas le même, et donc, pour arriver à s'y retrouver dans tout ça, quand en plus on n'est pas soi-même musulman, c'est pas facile. Je ne sais pas si je vais réussir à la fin de mes lectures à me faire dans la tête une cartographie un minimum stable. Alors qu'est-ce qu'ils ont à dire sinon sur le plan politique par rapport à la France ? Ben, c'est paradoxal. Curieusement, à quelques exceptions près, parce que c'est toujours variable chez eux, il y a toujours plusieurs types, mais à quelques exceptions près, ils ne sont pas francophobes.
la France est perçue comme un projet universel concurrent de l'islam, mais pas nécessairement en confrontation. Ce qu'ils vivent souvent mal, c'est deux choses. D'abord la discrimination. Alors là, ils sont parfois dans la caricature, quoi, dans l'autoparodie. C'est-à-dire que vous avez des types qui se baladent avec une barbe comme ça, et qui se plaignent, en gros, qu'on les regarde en France comme des gens qui sont à part. Bah oui, mais si tu veux pas être regardé comme quelqu'un qui est à part en France, tu ne te balades pas avec une barbe comme ça et une gandoura, ou avec un voile intégral. Je veux dire, ils n'ont pas l'air de le comprendre. Ils ont l'air de... Alors est-ce qu'ils refusent de voir les réalités ou est-ce que vraiment ils ne les voient pas? Mais ils ont l'air de considérer en quelque sorte que, alors que c'est eux qui se mettent à part, ils sont victimes de quelque chose quand on les discrimine, en tant que musulmans qui affichent de façon ostensible leur islamité. Voilà, donc ça en tout cas ça leur pose problème. Et puis par ailleurs, bon, ils sont assez choqués par le caractère efféminé de la société française. Alors, là, il y a une chose, je crois, qui m'est apparue quand même assez clairement en lisant les témoignages rapportés par David Thompson. Je crois qu'une des motivations du djihadisme français, ça a été en quelque sorte la resexualisation, la redéfinition des sexes. En fait, on a peut-être eu avec ces djihadistes une sorte de version islamique du phénomène qui existe en France d'attirance d'une partie des Français pour le monde russe. Moi, je connais pas mal de gens en France qui sont des blancs, pour faire court, et qui sont aujourd'hui assez attirés par le monde russe. Et en fait, quand on discute avec les mecs, parce que c'est souvent des mecs, on s'aperçoit que c'est parce que ils constatent que dans le système russe, ça fonctionne encore à l'ancienne, avec des hommes et des femmes qui ont des rôles bien distincts. Alors, bon, on n'est pas dans le monde musulman, le statut de la femme est très très élevé en Russie, mais c'est quand même un monde où la femme est supposée être une femme et l'homme est supposé être un homme. L'homme est le protecteur de sa femme. Et cette opposition entre les sexes crée évidemment le désir. Le désir, c'est-à-dire que passez-moi le mot, même s'il est un peu brutal, ce qui fait qu'un certain nombre de Français sont attirés par le monde russe, c'est parce qu'ils savent, c'est parce que c'est un fait, qu'en Russie, on baise bien. Et on baise bien parce qu'effectivement, l'opposition entre des hommes qui sont vraiment virils et des femmes qui sont vraiment féminines crée le désir. Effectivement, un des problèmes de la société française contemporaine, c'est que quand vous êtes dans une société où les hommes sont quand même largement féminisés et où les femmes sont largement virilisées, les deux sexes sont beaucoup moins attirés l'un par l'autre. Parce qu'on est toujours attiré par ce qui vous manque. Mais si chaque homme a en lui une moitié de femme et chaque femme a en elle une moitié d'homme, les individus sont autosuffisants en quelque sorte. Ils n'ont pas besoin d'aller vers le sexe opposé. Et ça tue le désir. Et je pense qu'une des motivations des djihadistes qui sont partis là-bas, c'est que dans leur monde à eux, qui n'est donc pas le monde blanc européen en général, qui est le monde musulman, l'État islamique, avec sa politique nataliste, qui était systématiquement organisée, hein, les femmes non mariées étaient mises dans des maisons pour femmes, où tout était fait pour les pousser à se marier, où on organisait une sorte de speed dating local, et où on donnait une prime au mariage, à la naissance du premier enfant, etc. C'était un peu l'équivalent
dans le monde musulman, de ce qu'on a eu en Europe depuis un certain nombre d'années, avec des sites du genre rencontrer une femme russe, ce genre de truc. Hein. Il y a deux, trois passages assez hilarants dans le bouquin de David Thompson. Par exemple, sur un djihadiste qui arrive en Syrie, et il y a un type qui lui dit ouais, t'es pas marié, moi c'est facile, je vais te dire. Tu prends une photo avec deux kalash, et tu vas voir, tu vas pécho. Je ne vais pas épiloguer davantage, vous avez compris l'idée générale. Je pourrais discuter encore un petit peu avec vous d'un certain nombre de détails que raconte David Thompson sur la motivation de revanche sociale qui a pu exister aussi chez certains djihadistes, sur les raisons qui font que, enfermés dans un certain mode de pensée religieux, ils glissent naturellement vers le toujours plus extrême et donc le toujours plus violent. Mais tout ça, on l'a déjà vu avec un livre comme celui d'Alexandre Mindel sur la France djihadiste, donc j'y reviens pas, ça n'apporterait rien de bien nouveau. Je conclurai simplement en disant, voilà ce que font les autorités françaises d'après David Thompson, qui a parlé avec le juge Marc Trévidic, et donc qui a pu se faire une opinion quand même assez, je pense, assez solide de ce qui se passait. On peut dire ce qu'on veut de Trévidic, mais il connaît son sujet. Alors, ce qui est très clair, c'est que les autorités françaises sont complètement dépassées, en fait. On ne sait pas quoi faire avec ces mecs-là. Il faut savoir que ça sert à rien de les foutre en prison, parce que plus ils passent de temps en prison, plus ils sont ancrés dans leurs croyances. En Égypte, quand on fréquente ces milieux-là, on se fait arrêter par la police secrète et on se fait torturer. Résultat, le fait d'avoir été victime du tyran prouve qu'on est avec Dieu, si vous voulez. Donc la répression n'est pas très efficace. Ou alors, pour dire les choses brutalement, il faut les buter. Mais attendez, ici on est en France, on est dans un état de droit. Bon, alors, le gars qui est en guerre, là, ça pose un problème différent. C'est un soldat d'une armée ennemie, mais le type qui est rentré, qui s'est constitué prisonnier, bon. Donc, on peut pas tellement les mettre en prison, on peut pas non plus les buter, parce qu'on n'est pas des gens comme ça, nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sait pas. Et on a affaire quand même à des cas tout à fait extrêmes, y compris avec des mecs qui reviennent même pas de Syrie. Dans le livre de David Thompson, il y a le récit par un djihadiste de sa période en cellule avec un certain Adel Kermiche. Vous savez, Adel Kermiche, c'est le Gugus qui avait inventé son own personal Daesh au fin fond de la Normandie, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et qui est allé tuer un pauvre curé là, pendant la messe. Bon. Alors le récit est extraordinaire, hein. Alors le type complètement siphonné, quoi. Enfin, je veux dire, faut dire les choses comme elles sont. Donc avec lui, il faut pas regarder la météo parce que comme c'est une prévision, c'est une association à Dieu. Faut pas écouter de musique. Faut pas ouvrir la fenêtre. Il se réveille au milieu de la nuit en pleurant et en psalmodiant qu'il doit arrêter de pécher. Enfin, c'est un gars, si vous voulez, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa tête? Comme beaucoup de ces djihadistes, il est donc dans le rejet radical, en fait, de la société de consommation occidentale, mais en même temps, comme il est un enfant de cette société de consommation, il y a une sorte de contradiction interne entre ce qu'il rejette et ce qu'il est. Et le retour vers la pureté originelle de l'islam lui donne en quelque sorte un point de fuite qui lui permet de s'évader de lui-même, de s'évader de sa contradiction interne. C'est absolument évident que c'est comme ça que ça marche dans sa tête. Alors, comme chez un mec comme Adel Kermiche, le truc atteint un degré extrême, quoi. Extrême. Le type, il est archi perché, quoi. Je veux dire, il écoute plus rien, il comprend plus rien, il est hors du monde, hors de tout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gugus comme ça? En plus, d'après ce que dit David Thompson, d'après ce que lui a dit Trévidic, on les confie souvent, à cause des règles de la magistrature française, à des magistrats qui ne sont pas formés. Il faut des années pour qu'un magistrat apprenne à traiter ce genre de cas.
Moi, on me met devant des mecs comme ça, je suis incapable de faire le tri entre les cas graves et les cas bénins. Je veux dire, j'ai pas l'habitude de fréquenter des mecs comme ça, vous voyez, donc tout simplement, je me planterais. Et vous aussi, probablement, qui m'écoutez en ce moment. Je veux dire, il ne faut pas jeter la pierre aux magistrats qui se sont plantés, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu, simplement. On ne sait pas comment gérer le truc. À ça s'ajoute un autre problème, c'est que quand même, on a des prisons qui sont des lieux de recrutement pour le djihad. Il y a un récit dans le bouquin de David Thompson sur janvier 2015 dans les prisons, où dans certaines tôles, ça gueulait Allah Akbar à tous les étages. Et il faut bien dire que dans ce que j'ai lu dans ce livre, en plus, rien n'est incompatible, on va dire, avec l'idée que peut-être il y a quand même aussi une partie de l'appareil d'État qui a choisi de laisser fermenter tout ça, parce que, ma foi, avoir quelques milliers de types comme ça sous la main, ça peut toujours être utile, quoi. Par exemple, pour déclencher un groupe attaquès en France qui justifierait un état d'urgence et une suspension complète des libertés démocratiques. C'est une question qu'on peut se poser, quoi. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour. Je vous ai dit l'essentiel de ce que je crois qu'on peut retenir de ce livre, éclairé donc par l'ouvrage Soldats de Dieu de messieurs Chrétien et Hénine. Bon travail en tout cas, je trouve, de monsieur David Thompson. C'est un livre qu'on peut lire, et en plus il y a quelques passages franchement qui valent le déplacement, comme chez Alexandre Blundell. Je dis, il y a un côté tragicomique dans tout ça, il faut se détendre et il faut rigoler. Et je vous dis donc à bientôt. La prochaine vidéo ne sera pas une note de lecture. Il y a plusieurs personnes en fait qui sont venues sur la chaîne me dire que ça serait pas mal que de temps en temps je fasse des vidéos d'actualité. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo d'actualité. Je vais la sortir début novembre et on balayera ensemble l'actualité d'octobre. Et je vous dis donc à bientôt.